Pensée critique ? Une plongée dans les rouages du cerveau pour affûter son esprit critique. Un podcast à seconde vue. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Dans les épisodes précédents, on a vu comment on perçoit et on comprend une situation ou une information, comment notre cerveau, avec ses sens, sa mémoire et ses représentations mentales, tente de donner du sens à ce qu'il perçoit. Oui, et une fois qu'on a compris, ou cru comprendre quelque chose, il arrive souvent qu'on cherche à aller plus loin, à approfondir le sujet ou à le partager, à l'expliquer à d'autres. Et c'est là qu'entre en jeu une autre dimension de notre pensée, qui sera le sujet de cet épisode, l'argumentation et la communication. On ne se contente pas de comprendre, on commence à relier les informations entre elles, à formuler des opinions, à les défendre. Exactement. D'ailleurs, tu te souviens de la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi ? Bien sûr, la cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Ok. Mais si on y regarde de plus près, cette fable contient plusieurs erreurs factuelles. Tu saurais lesquelles ? Et vous, amis auditeurs et auditrices, avez-vous une idée ? Moi en tout cas non, je n'y connais rien en cigale. Eh bien, les cigales ne chantent pas tout l'été. Elles ne vivent que 4 semaines. En plus, elles ne survivent pas à l'hiver. Dès qu'il fait froid, les femelles pondent et meurent. Donc, quand la bise fut venue, il n'y avait plus de cigales pour aller pleurnicher chez les fourmis. Et enfin, elles ne mangent pas de vermisseaux ou de grains, mais se nourrissent de sève. On voit bien que ce n'est pas une observation naturaliste ou un argumentaire sur les cigales, mais une mise en scène morale, une fable qui ne cherche pas à coller à la réalité. Ah oui, en effet. Bon, c'est un peu dommage, ça gâche la poésie, non ? Alors attention, le but ici, c'est pas de gâcher cette fable. D'ailleurs, dans ce texte, La Fontaine ne cherche pas à informer ses lecteurs sur la vie des cigales et des fourmis. Il invente une histoire totalement fictive pour faire passer un message. Et c'est quelque chose de très couramment utilisé dans les œuvres de fiction, que ce soit notamment dans la littérature ou le cinéma. Effectivement, il ne faudrait pas utiliser la fable de la cigale et la fourmi dans un argumentaire sur les insectes. Exactement. Lorsqu'on veut raisonner et transmettre une opinion dans le monde réel, ça ne peut pas être basé sur des faits erronés ou sur une simple impression. Un raisonnement se construit petit à petit, à partir de notre propre compréhension des données disponibles, de nos expériences, mais aussi des influences extérieures. Et bien sûr, il est soumis à toutes les limites qu'on a déjà explorées dans les épisodes précédents. Et ce raisonnement, on va le partager, l'exposer et le confronter à d'autres. C'est un échange avec tout ce qu'il implique, une intention, un support, un contexte et des interprétations. D'autant plus qu'aujourd'hui, on communique tout le temps, par mail, sur les réseaux sociaux, dans la rue, au travail. Chacun de nous devient producteur, lecteur, diffuseur d'opinions. Journaliste comme simple citoyen, enseignant ou élève, personnage public ou anonyme, derrière chaque message transmis, il y a une personne avec son histoire, ses convictions et ses filtres mentaux. Ce qui veut dire que la communication n'est jamais neutre. Même sans intention de manipuler, nos mots peuvent être ambigus, nos affirmations infondées. On peut, sans le vouloir, utiliser des arguments faux ou du moins trompeurs. Et les messages que nous allons recevoir vont venir enrichir notre mémoire. La communication entre individus va ainsi permettre de faire évoluer les connaissances des interlocuteurs. Comme on sait que la mémoire est à la base de notre compréhension du monde, il est quand même judicieux de vérifier ce qu'on reçoit comme information et ce qu'on transmet à autrui. C'est ce qu'on appelle la vigilance épistémique. Savoir évaluer une information qui nous est communiquée avant de l'intégrer comme une connaissance dans notre mémoire personnelle. Cette vigilance, c'est un processus complexe, notamment parce que la communication et l'argumentation sont soumises à des biais cognitifs, dont on parlera dans le prochain épisode. En plus, évaluer une information, ce n'est pas binaire. Ce n'est pas « oui, je suis d'accord à 100% » ou « non, je ne suis pas du tout d'accord ». Il peut y avoir des degrés de croyance comme « je suis assez d'accord » ou « je ne suis pas trop d'accord » ou encore « c'est possible, mais je n'y crois pas trop ». D'où l'importance de bien communiquer en apportant des arguments solides pour que chacun puisse enrichir sa mémoire et sa compréhension du monde de la manière la plus juste possible. Voilà pourquoi on doit suivre quelques grands principes dans l'argumentation. Le premier, c'est que la charge de la preuve revient à celui qui affirme. Si je dis que des lutins vivent dans mon jardin, ce n'est pas à toi de prouver qu'ils n'existent pas. C'est à moi d'apporter des éléments crédibles. Sinon, on peut affirmer n'importe quoi sans jamais être contredit. C'est sûr. En plus, il est très difficile d'infirmer une opinion, parce que cela demanderait du temps, de l'énergie et une expertise dont on ne dispose pas forcément. D'ailleurs, même un expert n'a pas vocation à infirmer les multitudes d'opinions, plus ou moins farfelues,
qu'il est possible d'émettre sur un sujet. Deuxième principe. Pour parler sérieusement d'un sujet, il faut avoir une certaine expertise. Connaître le domaine, savoir raisonner correctement dessus. Sinon, on risque de s'appuyer sur des idées fausses ou des raisonnements biaisés. Ce principe rejoint la question du fonctionnement de la mémoire, dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Une bonne mémoire, bien remplie et bien organisée, c'est primordial pour argumenter sur un sujet. Troisième principe. Ne pas affirmer ce dont on n'est pas sûr ou sans l'argumenter. C'est ce qu'on appelle éviter la pétition de principe. Cette manière d'énoncer une opinion comme si c'était un fait, sans la justifier, à grand renfort d'expressions telles que « c'est évident que »,« vous savez très bien que » ou encore « c'est un fait ». Un fait peut être présenté comme tel dans une argumentation, sans avoir besoin d'être lui-même argumenté, mais seulement à condition que le fait soit réellement un fait et non une simple opinion. Ce qui est dangereux, c'est qu'on peut croire de bonne foi qu'on parle d'un fait, alors qu'en réalité on exprime une interprétation, une expérience personnelle ou encore un souvenir reconstruit. Et bien souvent, dans ces cas-là, les arguments dont on dispose pour appuyer notre point de vue sont d'une faible qualité. En accumulant ce genre d'arguments faibles, on construit ce qu'on appelle un millefeuille argumentatif. Or, une pile d'arguments douteux ne fait pas une vérité. Même si ça impressionne, même si ça semble cohérent, ce n'est pas fiable. Le millefeuille argumentatif est souvent utilisé pour soutenir des théories alternatives ou des théories du complot. Parmi tout un tas d'hypothèses, même farfelues, on pourrait alors penser qu'il y en a forcément quelques-unes qui doivent être en partie vraies. Et quatrième principe, attention au biais de confirmation. Cette tendance à ne chercher que ce qui va dans le sens de ce qu'on croit déjà et à éviter ce qui nous dérange ou nous contredit. Prenez quelques secondes pour répondre à ces questions. N'êtes-vous pas plus prompt à entendre, retenir et utiliser une information qui vous conforte plutôt qu'une information qui dérange vos certitudes ? Prenez-vous toujours le temps de consulter des articles ou des journaux d'opinion ou de bords opposés à vos convictions ? Si vous soutenez un parti politique, faites-vous l'effort d'étudier réellement les arguments de ses opposants ? Pour moi, c'est non. Ça demande un vrai effort d'aller lire des arguments contraires aux nôtres. Mais c'est pourtant essentiel pour construire une opinion solide. Et puis, il faut aussi se rappeler que tous les arguments ne se valent pas. Un témoignage individuel a peu de validité pour en conclure des généralités, surtout compte tenu de la fragilité de nos perceptions. À l'opposé, une enquête journalistique ou une étude scientifique rigoureuse possède un degré de fiabilité bien plus important qu'un article de blog ou qu'un retour d'expérience individuelle. Et quand bien même, une bonne enquête ou une solide étude scientifique isolée ne suffisent pas. Ce qu'on cherche, c'est un consensus, construit sur la base de multiples travaux convergents. Oui, comme lorsqu'une enquête journalistique mène à une enquête policière, puis à une décision de justice, ou lorsqu'une étude scientifique a pu être reproduite par d'autres équipes de recherche dans plusieurs pays et que ces résultats convergent avec d'autres études sur le même sujet. Voilà, dans cet épisode, nous avons fait le tour des 4 grands principes de l'argumentation. La charge de la preuve, la compétence, l'argumentation fondée et l'attention au biais. Nous avons également abordé les notions de vigilance épistémique, de millefeuille argumentatif ou de biais de confirmation. Mais ce n'est pas tout. Il existe bien d'autres façons de biaiser nos argumentations que nous verrons dans un prochain épisode. Et oui, argumenter, c'est aussi être traversé par des limites, des automatismes. On en reparle très vite. Retrouvez en description les sources utilisées pour cet épisode. Pensée critique est un podcast de l'association de médiation scientifique à seconde vue.